Au sommaire de Chibero Telebista, ce mois-ci, 3 reportages. La visite du pôle Mandishka à Charite-de-Bas sur le traitement de nos déchets ménagers. La belle aventure du village de Gestas ou la mobilisation de tout un village pour la préservation de son patrimoine. Et Pauline Etchekopar sera notre globe-trotteur du mois pour nous amener à la découverte de l'île Maurice. Mandishka à Charite-de-Bas est une installation de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés, mise en service en 2014 pour traiter jusqu'à 20 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Sur le site de Mandishka, nous sommes 7 agents à travailler du lundi au vendredi. Il y a une personne au service administratif, 2 conducteurs d'engins dans l'unité de valorisation organique, un conducteur d'engin de compacteur au centre d'enfouissement, un agent de maintenance et un agent de nettoyage pour tout ce qui est entretien dans l'usine et moi en tant que responsable de site. Le site de Mandishka est scindé en 2 grandes unités. L'unité de valorisation organique pour traiter tout ce qui est ordures ménagères et le centre d'enfouissement qui va traiter tout ce qui est encombrant des déchetteries et déchets non valorisables, non recyclables. Les déchets arrivent à Mandishka, ils doivent passer sur un pont bascule. Sur ce pont bascule, en fait, on va identifier la provenance des déchets et on va peser le camion qui arrive pour savoir la quantité de déchets qu'on nous apporte. Sur ce pont bascule, on a un détecteur de radioactivité aussi, puisque ce sont des déchets qui ne sont pas autorisés sur notre site. Donc le camion sorti du pont bascule va décharger les ordures ménagères dans un quai de déchargement. Les ordures ménagères vont être chargées dans une trémie d'alimentation. Cette trémie d'alimentation alimente un tube de préfermentation qui fait 37 mètres de long. Ce tube tourne 24 heures sur 24. Du coup, à l'intérieur, les déchets, les sacs poubelles sont ballottés. Et par ce ballottement, les sacs sont ouverts et la matière organique commence à se dégrader. La poubelle que l'on va charger aujourd'hui va mettre 4 jours pour transiter à l'intérieur du tube. En sortie du tube, on a la phase de tri mécanique, c'est ce qu'on appelle plus communément le tri primaire. Les déchets passent donc à travers un trommel, c'est comme une grande passoire avec des trous de 5 cm. La matière organique plus petite passe au travers et notre refus, tout ce qui est gros plastique, sera extrait donc de la matière qui nous intéresse. La matière organique est récupérée dans des box et va être chargée dans des tunnels de fermentation pour y rester pendant 6 semaines. Dans les tunnels de fermentation, donc, on aère ces andins et on les arrose pour accélérer le processus de fermentation. Une fois passées ces 6 semaines dans les tunnels de fermentation, nous avons la deuxième étape de tri mécanique. C'est une phase d'affinage puisque la matière va passer dans un trommel avec des trous de 6 mm cette fois-ci. La matière récupérée en sortie de ce trommel 6 va être chargée dans des tunnels de maturation. Et tout ce qui était plus gros que 6 mm, ce sont nos refus d'affinage. Ces refus-là n'ont pas de filière de valorisation comme les refus du premier trommel. Donc ces refus-là vont aller au centre d'enfouissement. La matière fermentée qui a été chargée dans des tunnels de maturation va y séjourner pendant 1 mois et au bout de ces 1 mois, nous avons le produit final, le compost, qui va être stocké à l'extérieur. Je laisse la parole à Daniela Ribert pour la suite de la présentation du compost. Alors pourquoi les agriculteurs s'intéressent à ce compost? Il faut savoir que nous sommes obligés pour pouvoir valoriser le compost, de faire des analyses. Ces analyses doivent répondre à des normes, la norme NFU 44051, et si le lot répond à toutes les normes, tous les seuils de cette norme, on a le droit de le vendre. Eh bien, le compost de Mandishka est un produit extrêmement équilibré.
je suis sûr que si on le comparait aux 10 premiers centimètres de terre qu'il y a dans un sous-bois, dans une forêt, qui ne reçoit jamais d'engrais, je suis sûr qu'on a à peu près le même équilibre entre tous les éléments. Ça veut dire que ce produit qui est amené dans les sols ne va créer aucun déséquilibre puisqu'il est déjà équilibré en lui-même. Et il va permettre au maïs d'assurer pratiquement tous ses besoins, sauf en azote, avec 6 tonnes de compost apportées par hectare. Donc cet apport d'humus, c'est primordial pour assurer le bon fonctionnement du sol. Parce que tout simplement, la principale raison, c'est que dans une poignée de compost, on a plusieurs milliards de bactéries, de champignons et d'algues microscopiques qui permettent de donner de la vie microbienne au sol et de stimuler le fonctionnement du sol. Moi, j'ai l'habitude de dire que 10 ans de compost utilisé sur une parcelle de maïs, ça permet de remettre dans le sol suffisamment d'humus qui correspond en gros à 2 orages de 35 mm en plein été. Si on a de l'humus supplémentaire, on a un stockage de l'eau dans le sol qui va le restituer aux cultures au moment où elles en auront besoin, au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, résumé, l'intérêt pour les agriculteurs d'utiliser le compost, mais aussi l'intérêt pour le particulier qui produit ces déchets et qui se rend compte que finalement, aujourd'hui, on n'enfouit plus ces ordures ménagères qui contiennent de la matière organique. On ne les brûle pas, on les valorise ici à Mendijka dans une unité de valorisation organique qui permet à l'agriculteur de s'y retrouver, mais aussi c'est l'ensemble du territoire qui s'y retrouve par un apport de fertilisants beaucoup plus écologique. L'installation de stockage de déchets non dangereux occupe une superficie de 3,5 hectares. Elle peut réceptionner jusqu'à 16 000 tonnes par an de déchets de déchetterie et entreprises locales. Le centre d'enfouissement de Mendijka accepte des déchets non valorisables, non recyclables. Le camion déverse dans un casier en exploitation. C'est l'agent au compacteur qui va étaler les déchets sur une couche et passer plusieurs fois par-dessus. En fond de casier, nous avons une double membrane d'étanchéité. Au-dessus de cette membrane, nous avons des drains qui vont récupérer l'eau de pluie qui a percolé à travers les déchets. Cette eau, elle est souillée, c'est ce qu'on appelle des lixivias. Il va falloir traiter cette eau via un traitement spécifique qui se fait en 3 étapes. Un traitement biologique pour tout ce qui est pollution organique et azotée. Une deuxième étape d'ultrafiltration pour tout ce qui est matière en suspension. Et une troisième étape, l'eau en fait passe via des cuves de charbon actif pour finir le traitement des dernières impuretés. À l'intérieur du casier, nous avons également des drains et des canalisations pour récupérer le biogaz produit par les déchets. Ce biogaz est valorisé puisque la chaleur récupérée en brûlant ce biogaz nous permet d'assécher les lixivias. Egun hon, ni miltagarvintak obehesketa holkilaya nosu. Egunon zenelada sibeun igaiten nosu jenten ikusteko eta jakusteko nula haldugun etxen aija ondarkinak beheisten. Lagun sentitza genti, galtruk batielaik eta hola. Usuetxe madizugu kontener edo saku hoi bat, eta hortan barnen haltitzug ezarten plastikako botiak baizik, ez beste plastikak ojo, botiak bea, kartuak, brik alimentaire delakoak eta papeak. Hoiko jogeo baiunat junentutzu, biltagarbi kanopia lantegilat, eta han beheixondun gaizaberrik eginen titzug. Badizug beste ondarkin bat aija beheisten bitria duzu. Mena bitria ontsa beheiste behar badugu, behar dizu jaman kontener handietat herri erdietan. Zizu behine behar ez zaku beltzan eta ez zaku hoien ezai bestean beti galduik dukezu. Ordinen elan aduzu jenten laguntzia egunoz galtro bat balin badi alez.
Eta bigarren parte bat eskoletan juiten duzu eta txipitik jakusten diet nula haltugun hondarkinak beheisten, izigarria iza dela eta justo kostima bat dela hartzea, hatxarretik, eta gero izigarria iza egiten dela. Gaiza bat ahaldizug egiten, etxena aizaska ahaldizug kompostagailu bat hartzen. Kompostagailin barne zarten titzuk organiko ondarkinako. Eta adibidez kozinan balin badugu, suiku edo hola, aipadetik landa, urtuko itzen titzuk kompostagailin eta urte baten buian, etxen atzamen ditzuk gue komposta. Hola aldik ezug, adibidez batzian baliatzen edo lantai laguntzeko pusatzen baliatzen. Hoie izigarria izaduz egitia eta izaska komunitatea aglopei bazak proposatzen dizu kompostagailu hoik. Beste gesto aizabat duzu ebe ez hurra jostie butien barnen, bena arrabineteko hurra idatez, sibeuan izigarri honduz eta eskoal herrian. Hoi gesto txipini hoi egitez, ikusten dizu gondarkinak salha paltzen tiela eta ez beitugu plastik hanitz behitugu wano guezik nontzietan, aiza hoi apaltzen dugula. Beste gesto txipi bat duzu, stopu baten ezartzea pegatinan gainen, hola ez dizuk hainbeste paper urtukitzen, jakurri gabe. Beste gesto heli bat, hola egunoz eskolat juiteko edo lanilat juiteko, halizu pentsatzen edo baso berri baten hartzia baliatzeko, egunoz baliatzeko, edo gurda bat, hola, beti egunoz baliatzez, sahatzez, ahaltitzugu lusaz ez duze habo ondarkinak eta ahaltitzugu baliatzen. Geo zakit baduzu ahalizugu josten amrak adibidez, ikusi dizugu ondarkin hanitzak ziela surambalazeko huik, puban beha gainen duzu gainen, eta josten duen, etxe helton duen, ahont urtukitzen dizugu eta dizugu deus egiten. Brak ez jostez ahaltitzugu hola apurtzen hanitz ondarkin hoikoro. Eta hola egunoz, aizaska ahaltitzugu gesto txipineli bat egiten, emeki hastez, geho hurrena gona hebaki joan ahalditzugu adibidez gue produit d'entretienk egiten, bena hoi hurrentxago juiteko eta hoikor bat ahaltitzugu errezetak etor altzamaiten biltagarbi webgunean. Voilà, guk ondarkinak etxen egiten ditzugu, badizugu guk gu ezakubeltza beha ikusten dizugu, eta hunat mendiskat ikusten dizugu zikinontzi kamioak ekarten dela ondarkin hanitz, eta mendiska bizitatzez nahi baduzi ezi hauek eskritzez grupoetan edo nik eskoleki bizita egin azten dit, hor ahalko duzi ikusi sumait ondarkin barden eta salhe behar dela zerbait egin ondarkin hoien apurtzeko. Nous vous amenons aujourd'hui à Gestas, petit village à la frontière du Béarn et de la Soule, qui vient de vivre une belle aventure humaine, où tous les villageois ont participé à la restauration de leur église. Après 2 années de travaux, ils viennent d'inaugurer leur abbaye. Mais d'abord un peu d'histoire avec notre historien Joël Larocque et notre guide Joséphine, enfant du village. Je m'appelle Joséphine, j'habite à Gestas. Oh Joséphine, jeune Gestastar, habitante de Gestas. Et toi, sais-tu que Gestas, entre Montléon-Soule et Sauveterre de Béarn, est en réalité une enclave souletine dans le Béarn? Mais alors, sommes-nous en Béarn ou en Pays Basque? Les deux, mon capitaine, Gestas prenant les qualités des 2 pays et peuples. Qu'on appelle Gestas, il fait partie de la communauté du Béarn des Gaves, et qu'on l'appelle Gestas, il fait partie de la commission syndicale de Soule. J'imagine que vous savez de quoi vit le village, de 73 habitants. Oui, tu dis 73 habitants, mais il a été jusqu'à plus de 200, et même 173 au début de la Révolution française, donc il y a 200 ans. Et oui, la perte démographique a fait que le village s'est dépeuplé.
Mais par contre, il a toujours son dynamisme. Et ce village, évidemment, à proximité de ce gave, qui fait naître l'agriculture, vivait à 80-90% d'agriculture. Mais d'autres maisons n'eurent-elles pas d'autres activités économiques, artisanales ou industrielles? Il y avait ici, donc, tout près du gave, évidemment, un moulin qui servit d'un moulin à papier, qui a été propriété seigneuriale, et ensuite qui est passé des Casamajor jusqu'à la famille Bonas. À côté de cette papeterie Bonas, il y avait un moulin, le moulin Mainviel. Le moulin Mainviel qui, en basque, se dit aussi Iriarte. Eh bien, ce moulin va permettre à une fabrique de menuiserie tenue par les Mainviel de développer fabrique de bois, minoterie aussi. Je sais que les tissus gousses d'Idolus ont commencé à Gestas. Juste après la forge, l'ancienne forge plutôt, donc il y a la maison La Salle, et c'était la maison d'un nommé Jean-Baptiste Gouge qui en 1908 a installé là une fabrique de tissus. Mais par contre, juste à côté des tissus Gouze, il y avait aussi deux cafés, deux épiceries cafés. Peux-tu m'en parler, Joséphine? Oui, il y a le café juste à côté du tissu qui va s'appeler la maison Enguruen Etxea, autrement dit la maison des Inges. Il y a aussi la maison Cap de Pont qui est plus près du Gave, qui était aussi une auberge pour accueillir les pêcheurs. Je sais que par exemple, il y a une petite anecdote qui raconte que pour pouvoir aller à l'auberge, chacun devait ramener une bûche pour pouvoir toujours entretenir le feu de bois. Ah. Il devait forcément ramener une bûche, sinon il ne pouvait pas rentrer dans l'auberge. Nous voilà dans le quartier du Haut, avec la maison de Datz, qu'on voit ici. Quelle belle propriété! C'était donc la maison de Datz, Père Thérèse de Mendit, avec la mairie à côté et la salle communale. Et là, on peut voir le sabalo qui va jusqu'au Gave dans le quartier du Bas. Oui, c'est bien. Et il y avait un château fort à Gestas? Ah, il a sûrement dû y en avoir, notamment du temps de la puissance des Arnaud Raymond de Gestas au XIe siècle. Mais comme ces Gestas sont partis à Rive-Haute, sont partis dans bien d'autres coins de France, le château a dû disparaître. Par contre, tu verras qu'à l'église, tu as une tour fortifiée. Joséphine nous amène maintenant à la rencontre de Madame le maire qui nous explique le déroulement des travaux de l'église et la réalisation d'un pari fou de tout un village. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Alors tu sais, là je prenais 5 minutes pour regarder un peu les plans de l'église. Tu les avais vus les plans de l'église? Non, du tout. C'était abîmé. Ouais, c'était abîmé et surtout c'était surprenant. Tu vois ici sur les photos, là on le voit bien. Toute la tribune avait reculé de presque 15 cm. Ah, je me rappelle de ça. Et toi, t'as pas vu ça? Quand on a fait le chantier, en fait, on a vu les poutres dessous. Et les poutres, regarde, elles tenaient quasiment plus. Donc, grâce à tous les donateurs, oui, on a fait un super plan quand même et on est allé chercher une grosse partie du financement. Donc ça, c'est vraiment le petit plus qui fait qu'on est quand même un peu en confort encore aujourd'hui. Tu me montres un peu les changements à l'église? Oui, on va y aller ensemble. Allez, viens, allez, on va aller à l'église. Attends, je range tout et on y va. D'accord, je t'aide. Dis-moi, Marivonne, il a bien changé le cimetière? Ouais, t'as remarqué? Oh, mais tu sais, écoute, ça fait maintenant 2 ans qu'on y travaille. Hein. Ça a été des travaux énormes, je suppose. Ah ouais, alors là, tu sais, maintenant je commence à respirer, mais ça fait quand même, là, maintenant 2 ans que je cherche à voir comment je peux composer à la fois avec ce que les gens sont prêts à comprendre et puis ce que ça va coûter. Donc là, il y en a pour plus de 500 000 €. Donc en fait, on a lancé un appel aux dons. D'ailleurs, tu as vu, il y a des banderoles là en bord de route. Oui, je les ai vues. Et nous, on est un tout petit village, on est 73. Et on s'est dit, ça va répondre un peu, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de sous ici à Gestas. Bah oui. Ben, en fait, on était parti sur un objectif de 60 000 €. On arrive quasiment à la moitié, par nous-mêmes, tout seul.
Donc ça fait qu'on a récolté plus de 300 € par habitant de Gestas, et ça c'est énorme. Et ça c'est pas nous, c'est les gens qui sont autour de nous. Beaucoup de Souloutains d'ailleurs qui nous ont aidés. Après il y a aussi des gens de Paris, il y a des gens de Bretagne, il y a des Anglais aussi, parce qu'on a quand même une nationalité à Gestas, tu le sais. Bon, ils ont quand même vachement utilisé leur réseau, donc on a été vraiment très soutenus. Comment tu as fait pour réussir à réunir autant de dons, réussir à donner envie aux gens de donner? Alors c'est pas moi qui ai fait, c'est le village qui a fait, parce que ça c'est important quand même. Il faut reconnaître ce lieu, et à Gestas on a toujours fait avec ce qu'on avait. Parce que quand ils ont construit cette église, qui a été détruite plusieurs fois, mais ils ont repris des pierres, ils ont remonté des pierres, ils ont remonté des pierres, ils ont refait des églises. Et bien on a fait pareil. Donc tu vois ce garde-corps là, en fait on a récupéré 20 mètres linéaires de garde-corps. Et bien ce garde-corps on l'a payé 100 € dans le bon coin. Et donc derrière on en a fait un nouveau et ma foi il est pas mal. Mais il y a 22 heures de travail entre les deux garde-corps pour tout les nettoyer, les peindre. L'autre garde-corps là-bas, il est magnifique. C'est un parvis d'église qu'on a récupéré. Donc maintenant il a je pense à peu près 200 ans. On l'a payé 1 500 € et aujourd'hui il vaudrait plus de 35 000 € si on le faisait faire. Moi j'estime ici que le travail des gens de Gestas, c'est tout l'été qu'on y a passé, franchement c'est tout l'été. Oui. Et on était nombreux, tu as vu hein. J'en faisais partie. Voilà, donc on était nombreux, mais j'estime qu'on a mis une plus-value sur le village de 100 000 €. Et ça c'est énorme. Tant que ça? Ouais, 100 000 €, c'est de l'argent qu'on n'a pas à mettre nous dans nos impôts, c'est de l'argent qu'on n'a pas d'abord sur la commune, et après surtout c'est qu'on a fait quelque chose qui était beau, et on a fait avec du vieux, du beau, et ça c'est quand même un super plan. Humainement, c'est une super aventure. Hein. Ouais. Financièrement, ça m'a fait mal au ventre pendant quelques mois. Je vais vers le mieux. Hein. Comme disait l'autre, j'ai rempli le compte en même temps j'ai pris des kilos. Mais bon, ça, c'est le temps qui les fera disparaître. Mais après, humainement, c'est une super aventure et ça serait à refaire, je recommencerai. Oui. Toi aussi? Oui. Ah, vu le temps que tout le village a passé, les après-midi où on a passé tous ensemble, tous les villages à vider, à décaisser, à planter, c'était super sympa, on a bien rigolé en même temps et on a tous passé du temps ensemble et c'était vraiment sympa. Donc, C'est dans une super ambiance que jeunes et anciens de Gestas se sont retrouvés autour de la réalisation de ce projet, pour lequel 600 heures de travail, de réunions, de démarches administratives et de fatigue ont été nécessaires. Mais quel résultat et quel plaisir d'avoir partagé cette belle aventure collective, quel bonheur d'avoir rendu l'impossible possible. Dernier clin d'œil, Chibero Telebista rencontre 3 jeunes souletines qui vont nous faire voyager et rêver. Nous partons aujourd'hui loin de la Soule pour rejoindre l'île Maurice dans toute sa beauté et sa splendeur. Maïder, Nathalie et Pauline Etchekopar de Moléon nous font partager cette belle aventure sur cette île de beauté. Bon, ça y est, Pauline, de retour du coup? Oui, enfin. Oui. Et alors, l'île Maurice, raconte-nous. Ah ben super. Ouais, mais c'est où exactement l'île Maurice? Eh bien, c'est dans un archipel qui est à côté de Madagascar, donc à droite de l'Afrique. D'accord. Voilà, c'est un archipel qui contient la Réunion, Maurice et Rodrigue. Et d'autres petites îles. D'accord, du coup là-bas ils vivent du tourisme essentiellement ou... Oui, ben Maurice c'est un peu la carte postale avec le sable fin, les cocotiers. Coquillages et crustacés. Coquillages et crustacés. Mais bon, c'est pas que ça quoi. Moi je pensais que c'était vraiment limité, mais non, il y a plein de belles montagnes, comme à la Réunion. Quoi. Ah oui? T'as fait des randonnées du coup? Oui, plein. Mais c'est pas vraiment les randonnées comme ici. Ah ouais? C'est comment là-bas? Là-bas, c'est comme ça, tout le temps, et sans chemin. Il faut se faire son chemin, en fait. D'accord, ça n'a pas pas de du sentier. tout de sentier comme ici. Puis ici, on fait le tour de la montagne comme ça pour arriver en haut, mais là-bas, c'est... Allez.
là-bas, tu n'as pas fait que des randonnées non plus. Tu es partie pour le travail, la vie économique. Je suis partie pour suivre mon copain là-bas, qui était déjà là-bas. Et bon, c'était pour passer une année un peu extraordinaire. Donc c'est pas que du tourisme, c'est aussi des rencontres, c'est aussi pour appréhender la culture mauricienne, se renseigner et puis apprendre plein de choses sur la vie là-bas. Et les Mauriciens là-bas, ils font quoi en fait? J'imagine qu'ils ne passent pas leur journée à bronzer non plus. Non, 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 le tourisme c'est finalement une petite partie de l'économie mauricienne. Après il y a toute une économie textile. D'ailleurs j'ai une belle réalisation en tissu africain, parce que Maurice est en Afrique. D'accord. Et il y a toute une autre partie de l'économie qui est l'économie sucrière, avec la canne à sucre. Donc on fait du sucre, on fait du rhum, on fait... T'as dû nous goûter tout ça. Oui, oui, j'ai goûté. C'était pour la culture, hein. C'était pas pour moi. Ah oui, c'était pour savoir. Mais oui, d'ailleurs, je vous ai ramené une petite bouteille de rhum qui a été faite par ma copine Jordana, à qui je fais coucou d'ailleurs. Et on va goûter tout ça tout à l'heure. D'abord, il faut être sérieux. Bah, et alors du coup là-bas il y a une culture spéciale ou comme ça? C'est comme ici, rempli de traditions ou pas du tout? Tout à fait. Alors c'est un peu différent d'ici, c'est qu'en fait la culture mauricienne c'est un mélange de culture de tous les peuples qui sont arrivés à Maurice. Parce qu'à la base à Maurice il n'y avait rien et c'était inhabité. Et après il y a eu des peuplements d'esclaves qui sont venus d'Afrique, qui ont amené eux leur culture. Il y a eu des blancs, donc c'était des Européens, qui ont amené aussi un peu leur culture. Il y a eu des hindous d'Inde, il y a eu des Chinois. Donc en fait ça fait une espèce de petit mélange de bouillon là, qui a fait en fait la culture mauricienne. Et dans la culture mauricienne, tu as des bribes de toutes les autres cultures en fait. Donc en fait la culture mauricienne c'est déjà un mélange. Oui, c'est très riche en fait. C'est hyper riche. Et en fait dans toutes les parties de la culture on retrouve ce mélange. Dans la cuisine, quand tu manges un plat mauricien, tu as des inspirations d'un peu partout. Et c'est ça qui est super dans ce pays-là, c'est ce mélange de cultures. Et ils arrivent à tous vivre super bien ensemble. C'est très harmonieux et pourtant c'est un tout petit pays, une toute petite île avec plein de religions, plein de cultures, des gens qui viennent de partout. Et ça vit hyper bien ensemble en harmonie. Un bel exemple. Ouais, c'est un bel exemple pour tous les pays finalement. Bah, et alors du coup ces Mauriciens ils sont comment là-bas? Ah, hyper sympa, très accueillant, très ouvert. Mais comme le pays aussi est un mélange de plein de gens, en fait, il n'y a vraiment pas cette barrière, tu vois, de l'étranger. Enfin, tout le monde est bien accueilli. Ils sont plutôt tranquilles. Oui, ils sont plutôt tranquilles. Ouais, il y a une petite philosophie de rien n'est grave, quoi. Tu sais, c'est cette idée de je vis au jour le jour. Et du coup, quand on t'envoyait des colis et tout ça, tu les recevais comment? Ah, ça c'était... c'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à la poste française. C'était la poste mauricienne. Tu savais pas trop si ça allait arriver. Ils sont pas inquiets, quoi. Ils sont pas trop inquiets. Et puis, c'est pas hyper rigoureux comme chez nous. On peut te donner rendez-vous à un endroit et puis le gars, il te dit rendez-vous à l'arbre bizarre. Et en fait, tu es entouré d'arbres bizarres et tu te dis bon, mais quel est l'arbre bizarre? Et c'est plutôt un pays riche ou un pays pauvre du coup? Je saurais pas répondre riche ou pauvre. En fait, c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités. En fait, il y a un calcul qui est fait, c'est le salaire médian. C'est le salaire où il y a 50% de la population qui gagne plus et 50% qui gagne moins. Et donc ce salaire médian, il est de 300 €. L'équivalent de 300 €. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui gagne moins et la moitié qui gagne plus. Et donc tu as des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui sont extrêmement pauvres. Ah oui. Et donc en fait, c'est difficile de qualifier ça comme pays riche ou pays pauvre. Je crois que ça a été classé par des hautes instances comme un pays riche, mais pour moi, un pays riche, c'est pas un pays où il y a tant d'inégalités. Donc je saurais pas trop définir ça. Et la vie est chère là-bas du coup?
Si tu veux vivre comme un Français, oui. Tout ce qui est importé, c'est très cher. Le fromage, à chaque fois, ça nous faisait deuil de l'acheter si cher, mais on l'achetait. Petit plaisir. Ouais. Mais après, sinon, si tu apprends à vivre comme un Mauricien, c'est très accessible. Hein. C'est juste les habitudes alimentaires qui ne sont pas les mêmes. Et il y a quelques lieux là-bas que tu as envie de nous raconter, qui t'ont marqué, qui t'ont bien plu? Oh oui, il y en a eu beaucoup, notamment l'endroit où le bateau s'est échoué, là ça s'appelait Blue Bay, c'était un endroit où il y avait un endroit magnifique pour faire du snorkeling, il y avait beaucoup de poissons, donc Blue Bay c'est vraiment très très beau. Après il y a la montagne du Morne qui était à côté de chez nous, c'est une montagne qu'on a montée 25 fois parce que la vue en haut était vraiment incroyable. Et puis après, dans le sud de l'île, vraiment, c'est très sauvage, donc c'est complètement différent. Ça ressemble un peu à la Bretagne ou aux côtes de chez nous, là, quand on va du côté du Rugne et tout ça. Donc ça change complètement du sable fin. Et dans le nord, c'est un peu plus français, un peu plus citadin. Donc il y a plein d'endroits sympas aussi. Et dans l'est aussi. Enfin, tous les coins, en fait, sont très, très différents. Et puis il y a la capitale, il y a Port-Louis, qui est un endroit à voir parce qu'il y a un quartier chinois, il y a des quartiers... Enfin, c'est melting pot, quoi. C'est pleine culture, c'est Port-Louis. D'accord. Et surtout, il y a Rodrigue. Il y a un endroit à faire, c'est Rodrigue. C'est la plus petite île de l'archipel, je crois. C'est à droite de Maurice, donc c'est vraiment perdu. Et vraiment, c'est le Maurice d'il y a 60 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de building, il y a que de la plage. Les gens veulent vraiment rester simples dans ce mode de vie, ils ne veulent pas de développement. Du coup, ils veulent rester dans ce style de vie-là. Ils ne cherchent pas la richesse, ils ne cherchent pas à se développer. Leur île, elle est magnifique, elle est grandiose, ils veulent la garder comme ça, ils veulent rien abîmer. Et ils ont une philosophie de vie qui est hyper simple, ils disent mais pourquoi on aurait besoin de tout ça? Et franchement, ça nous a fait réfléchir, une belle leçon de vie de ces gens qu'on a croisés là-bas. Et pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit de tout l'archipel. Je ne connais pas tout, mais... Et on est rentré de Rodrigue juste avant le confinement. On est passé à ça. D'accord. Et alors, ce confinement, comment tu l'as vécu là-bas? À l'image de Maurice. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on nous l'a annoncé la veille au soir, pour le lendemain. Donc le soir à 22 h, confiné. Confiné. Mais là-bas, il n'y avait pas d'attestation, pas le droit de sortir, c'était niette. Et du coup, on a dû rentrer à cause du Covid parce que bon, les frontières sont toujours fermées à ce jour. Donc l'économie en prend un sacré coup. Donc du coup, ça a un peu précipité notre retour. Mais on est content d'être rentrés aussi. Bon, et tu nous as amené quelque chose? Mais oui, on va goûter ça de suite. Je vais vous faire goûter un petit rhum arrangé qui a été fait par ma copine Jordana à Maurice. Donc rhum arrangé, c'est du rhum avec des fruits. D'accord. Un petit peu. Un petit peu? Oui, pour goûter. Merci. Et alors, ça t'a laissé des souvenirs là-bas? Ça t'a fait parler mauricien ou même pas? Oui, j'ai appris 2-3 petits mots. Avec le rhum, ça, grâce au rhum. Grâce au rhum, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai bu. C'est bien connu. Je sais dire mocos créole. Et ça veut dire? C'est-à-dire je parle créole. Et comment on dit chin là-bas? Alors, chin, à la santé des Souletins et des Mauriciens. Oui.